Elles sont l'épine dorsale de toute l'humanité. Sur elles repose le poids de la vie. Elles sont au début et à la fin. On peut dire qu'elles sont l'infini si on veut les qualifier ainsi. Elles, c'est vous. Elles, ce sont elles sur ce plateau. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le grand rendez-vous de ce mois de mars s'intéresse à la femme. Nous avons invité différentes femmes qui sont sur plusieurs combats. Elles ont plusieurs combats en commun, mais elles ont un point commun, on va le dire ainsi. Il s'agit du bien-être et de l'épanouissement des femmes. Aujourd'hui, Grand Rendez-vous reçoit avec beaucoup de bonheur la 5e vice-présidente du Conseil national de transition, ancienne ministre du Travail, de la fonction publique, de la réforme de l'État, chargée des relations avec les institutions. Appellation dans le temps, il s'agit de Madame Racky Talla. Bonjour Madame Racky. Bonjour. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est partagé. À ses côtés, nous avons Madame Berthé Mimia Bengali. Elle est directrice générale du Centre international pour le conseil de la formation, présidente de la FENACOM et secrétaire exécutif de l'AJBF. Est-ce que c'est bien cela, Madame Berthé? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et la dernière invitée, la tante pour beaucoup d'entre nous qui sont sur ce plateau, il s'agit de Madame Coulibaly Aïssata Touré. Elle n'est plus à présenter, celle qui est chargée de l'entrepreneuriat féminin au Conseil national du patronat. Elle est très connue dans le secteur privé. Bonjour Madame Coulibaly. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et vous? Un plaisir de vous avoir. Merci également. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous parlons de la femme. Mois de mars, ça oblige. Madame Racky Talla, vous êtes très imprégnée de toutes les questions relatives aux femmes. Pour l'année 2025, on parle de l'autonomisation de la femme qui est au cœur des débats. Par autonomisation, qu'est-ce que vous entendez par là? Merci pour votre question et merci de nous avoir invités sur ce plateau. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à ma tante ici présente, qui est une pionnière du secteur privé et dans l'entrepreneuriat féminin depuis que nous sommes vraiment toutes petites, passez-moi le terme, mais aussi exprimer toute mon admiration pour Madame Berthé ici présente, pour tout ce qu'elle fait au quotidien avec son personnel, dans son business très spécifique et qui marche et qui est d'une originalité avérée. Vous savez, la lutte pour l'émancipation de la femme et l'autonomisation par la suite est passée par beaucoup d'étapes. Et nous avons commencé par l'égalité des droits, ensuite la prééminence et la déclaration de nos droits. Ensuite, nous sommes passés aussi par l'autonomisation de la femme, le dividende démographique bien sûr, parce qu'il est constant que les femmes sont les plus nombreuses dans le monde selon les statistiques, mais aussi dividende démographique parce que qui dit femme pense à nos enfants, bien sûr. En tout cas, nous les femmes, nous pensons très souvent à nos enfants. Et il est aussi constant que nous subissons, et plus spécifiquement en Afrique, la déscolarisation des femmes. Je parle de déscolarisation parce qu'il y a eu des politiques de scolarisation au niveau de l'école, ici notamment au Mali, qui a porté ses fruits, parce que je pense que dans les années 2010, nous étions en termes d'inscription dans les écoles primaires au Mali, dans un ratio de 52% de filles inscrites contre environ 48% de garçons inscrits. Déscolarisation parce que par la suite, les filles n'arrivent pas à suivre et continuer leurs études, non seulement au niveau du primaire, mais aussi plus tard au niveau du secondaire, mais pire encore au niveau universitaire, ce qui ne leur ouvre pas une perspective d'avenir et d'autonomisation, qui veut dire que la femme en tant qu'individu, la femme en tant qu'humain, doit s'épanouir en cherchant elle-même ses propres moyens de survie, ses propres moyens de vie, mais aussi ses propres moyens d'épanouissement, que ce soit moral, que ce soit physique, que ce soit social. Et malheureusement pour nous,
Jusqu'à présent, si chaque année nous reconduisons cette thématique d'autonomisation de la femme, c'est parce qu'il y a encore des barrages, notamment des barrages sociaux, des barrages des fois, je pourrais dire, psychologiques, des fois des barrages physiologiques. Et donc, c'est le lieu pour nous de saluer la reconduction de ce thème tel que formulé par les autorités aussi au niveau mondial, parce que le thème il est mondial, vous le savez, qui est d'accélérer l'autonomisation des femmes et pour le bonheur du monde, je pourrais dire. Merci pour cette réponse. Alors, Madame Berthet, la même question vous est adressée. On parle beaucoup d'autonomisation. La thématique n'a pratiquement pas changé parce que quand on prend de l'émancipation à cette question d'autonomisation, de droit et d'égalité, on en vient à la thématique principale. Il s'agit de l'autonomisation. Alors, la reconduction de cette thématique, pourquoi selon vous? Je vous remercie. Je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, remercier ma grande sœur et puis ma tante sur ce plateau, qui sont des leaders avérés dans le domaine de l'émancipation et de l'autonomisation de la femme. Elles sont des exemples, comment dirais-je, tout fait. Je voudrais aussi exprimer toute ma considération et puis mon respect à l'intention de toutes les femmes d'Afrique, du monde et particulièrement du Mali, qui se battent au quotidien pour leurs droits, qui se battent au quotidien pour leur survie, on peut dire, parce que ce n'est pas la vie, c'est la survie actuellement, et qui se battent pour leur famille et pour le Mali en tout entier. Quand on dit autonomisation, déjà, pour mettre le terme dans son contexte, c'est donner les moyens, les compétences et les ressources nécessaires à une femme de s'exprimer librement, de s'exprimer et de réclamer librement ses droits et d'agir en fonction de ses obligations. C'est ce qui manque le plus souvent dans notre espace, et ce manque est, on peut dire, est culturel, ce manque est contextuel, ce manque a beaucoup de sources. Mais la reconduction du thème, la répétition est pédagogique. Il faut toujours revenir sur les mêmes propos, revenir pour sensibiliser, informer, former, pour que les femmes aujourd'hui, à l'heure du XXIe siècle, maliennes, puissent savoir quels sont leurs droits et leurs obligations et par quel chemin elles peuvent passer pour y accéder. La journée du 8 mars, le contexte est particulier pour moi et puis pour pas mal de femmes. Ce n'est pas une journée où on reste à la maison, où on blague en disant c'est une fête pour les femmes, c'est pas ça. C'est une journée où on doit s'asseoir, réfléchir à l'impact du combat ou des combats menés avant sur notre avenir aujourd'hui et le devenir de nos enfants. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Quand on parle de développement durable, ce n'est pas le développement pour nous, c'est le développement pour la génération future. Donc nos enfants, nos sœurs, nos filles qui viendront après nous se diront qu'est-ce que nous on a fait. C'est ça la mesure de cet impact-là. Et c'est ce qu'on devrait faire en fait. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé comme Madame le ministre l'a dit. On prend conscience progressivement que ce jour est un jour assez spécial, non pas pour fêter, mais pour réfléchir à notre avenir, réfléchir à nos droits. Il y a eu beaucoup d'avancées. On ne va pas revenir sur tous les textes, les conventions ratifiées par le Mali, les textes nationaux, on ne va pas revenir là-dessus. Quoique, il faut une stratégie globale, une stratégie institutionnelle de mise en œuvre de ces engagements pris. Ce qui fait, jusqu'à preuve du contraire, défaut. On est en avance sur pas mal de pays, mais la mise en application, c'est autre chose. J'ai l'avantage d'être spécialiste dans tout ce qui est question de développement durable. Je suis juriste, mais question de développement durable. Qui dit développement durable parle en premier lieu de la femme. Il faudrait que la femme s'en approprie d'abord, même au niveau de l'entreprise. Si les questions de durabilité ne sont pas perçues par les femmes, c'est déjà une action vaine pour tout le monde. Donc la femme est au cœur de tout le dispositif familial,
dispositif entrepreneurial, dispositif national et étatique. Donc si on ne met pas la femme dans son rôle, on n'essaie pas de faire valoir ses compétences, le problème il va rester entier. Même si on a beaucoup de programmes, beaucoup de projets sur l'éducation des filles, l'éducation des femmes, des filles, et puis la sensibilisation, ça restera vain tant qu'on n'aura pas une stratégie globale, non seulement d'évaluation des acquis, mais de continuer à avoir une vision stratégique pour le Mali tout entier. Alors, Madame Berthet vient juste de l'évoquer aujourd'hui. La problématique, c'est vraiment la matérialisation de certaines actions, notamment de cette problématique d'autonomisation. Alors, Madame Coulibaly, on sait que vous êtes un peu plus dans le pragmatisme, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans le secteur privé. Aujourd'hui, en termes de matérialisation, comment est-ce que nous pourrions arriver à cette question d'autonomisation? Parce qu'aujourd'hui, ça va plus loin, on parle des femmes et des filles, gage d'un développement humain et durable. Merci, et merci de nous avoir invités sur ce plateau. Et je dirais tout d'abord que j'ai une pensée très affectueuse et très respectueuse pour toutes celles qui nous ont devancés dans ce combat. Et je pense aujourd'hui particulièrement à une de mes aînées, et paix à son âme, Fatmata Siré Diakité, qui a beaucoup fait dans ce domaine et beaucoup d'autres qu'elle. Donc, merci à elle, merci de nous avoir montré le chemin et merci de nous avoir inculqué donc, cette notion de femme tout d'abord, femme tout simple. Et quand on parle de femme, quand on parle de développement, c'est toute une dimension. Elles l'ont dit, mes filles, sur ce plateau-là. Et beaucoup a été fait, énormément de choses ont été faites. Mais le chemin reste encore très long. Donc pour revenir à votre question, oui, j'ai certainement excusez-moi du terme, la main dans la pâte pour nous qui sommes sur le chemin tous les jours, pour nous qui travaillons tous les jours dans les entreprises, pour nous qui essayons d'encadrer les AGR. Et nous savons que beaucoup de choses ont été faites. Mais malheureusement, dans la pratique, il reste encore beaucoup de choses à corriger. Il faut vraiment que nous-mêmes, en tant que femmes d'abord, que nous puissions saisir notre rôle dans la société. Une femme, même si tu es du secteur privé, tu es d'abord une femme, tu es une mère. Donc, du foyer familial jusqu'à l'entreprise, jusqu'au champ, parce qu'il ne faut pas les oublier, les femmes rurales. Donc c'est toute la chaîne. Vous voyez, elle a parlé, ma fille a parlé de la question démographique. Et plus de 50% de la population qui est constituée par des femmes. Donc c'est un pan extrêmement important pour le développement d'un pays. De l'Afrique d'ailleurs, je pense, si on fait une analyse. Voilà, exactement. Et numériquement, les femmes sont plus nombreuses. Mais malheureusement, ce sont ces femmes qui sont plus nombreuses et qui sont toujours sur le chemin des champs, des usines et partout, qui ont moins d'aide que les hommes. Et je parlerai juste d'un domaine spécifique aux femmes, qui est l'agriculture par exemple. Nous voyons que la chaîne la chaîne de valeur, les maillons en général, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui travaillent dans l'agriculture. Ce sont les femmes qui transforment en général les produits locaux. Mais ce sont les femmes qui n'ont pas un petit lopin de terre à elles. Ce sont ces femmes-là qui ont des revenus moindres que les hommes. Ça, c'est à corriger. Il y a une loi qui a été, je pense, prise, la loi agricole, mais aujourd'hui, elle n'est pas appliquée comme telle. Donc, il faut que les politiques mettent du sien. Je sais qu'ils en font, mais encore beaucoup plus pour accompagner ces femmes dans leur quotidien. J'ai parlé de l'agriculture. Pratiquement dans l'industrie, elles ne sont pas existantes parce qu'au niveau des financements, ça pose problème. Difficilement les femmes aujourd'hui arrivent à être propriétaires de titres fonciers, arrivent à engager des titres fonciers au niveau des banques pour s'assurer qu'elles peuvent avoir suffisamment de finances pour développer leur entreprise. Ça manque énormément. Donc il y a le problème de financement,
il y a le problème d'encadrement, il y a le problème de l'éducation. Quand je parle d'éducation, il y a l'éducation, évidemment, pour tout le monde. Il faut aller vers l'éducation professionnelle, il faut aller vers l'éducation technique, il faut aller vers l'éducation académique, qui pourront tous mis ensemble booster la femme pour qu'elle puisse s'émanciper, pour qu'elle puisse vraiment avoir les moyens qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Alors, Madame Berthet, il est incontestable qu'aujourd'hui, pour arriver à ce développement humain et durable que nous sommes tous en train d'évoquer, certains prérequis doivent être de mise. Mais je pense notamment à la question de droit. Aujourd'hui, est-ce que le combat est-il gagné au regard de tout ce que la gente féminine subit, que ce soit en termes sur le plan économique, Madame Coulibaly vient de l'évoquer, elles sont sous-représentées sur les chaînes de valeur. Surtout, ces chaînes reposent notamment sur elles. Oui, quand il s'agit de droit, on a vraiment avancé sur pas mal d'accords ratifiés, pas mal de conventions signées, pas mal de lois même nationales du Mali signées. On était ravis de voir la loi 052 adoptée par l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale plutôt, qui donnait un certain droit aux femmes. C'est pas compléter l'effectif, mais faire en sorte que les femmes soient assez représentatives au niveau des postes électifs et de nomination. Mais malheureusement, on voit que la loi n'est toujours pas appliquée comme on le voudrait. Ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il faut maintenant, en 2025, faire en sorte que tous les textes qui sont ratifiés soient appliqués comme ils se doivent, et que en 2026, quand on va arriver au 8 mars, qu'on voit l'impact de cette application des textes sur l'avancée de la quête féminine qu'on est en train de faire. Ça, c'est le premier aspect. Mais ceci ne peut se faire sans plusieurs conditions. La première condition, c'est la compétence et la compétitivité des femmes. On ne peut pas faire vouloir un droit de ce takabi et ne pas être compétent. Et donc, comme Mme Touré l'a dit, Mme Coulibaly l'a dit, la formation, la sensibilisation, surtout, et faire en sorte que les femmes soient très compétentes doit être le premier combat pour nous, les femmes même. Alors, par rapport à cette, désolé de vous couper, par rapport à cette représentativité, quand on prend les chiffres que Mme Raki vient d'évoquer, plus de 50%, nous sommes supérieurs numériquement par rapport aux hommes. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, les femmes n'arrivent pas à soutenir les femmes pour arriver à cette représentativité, mis à part la question de compétences? Ça, c'est une très bonne question. Parce que le problème des femmes, le plus souvent, je le dis, c'est les femmes elles-mêmes, en fait. Donc, au-delà des femmes elles-mêmes, si une femme est compétente et qu'elle est apte pour un poste, elle peut postuler au même titre que les hommes. C'est tout à fait normal. Mais si elle postule au même titre que les hommes, comme vous venez de le dire, il faudrait que ses sœurs, ses mamans, ses filles puissent l'accompagner dans ce processus. Parce que si on accompagne une femme, c'est comme si on a accompagné toutes les femmes du Mali. Et c'est cette idée de sensibilisation aussi qui doit être de rigueur. Nous devons nous-mêmes nous sensibiliser. Sensibiliser nos sœurs, sensibiliser nos filles pour dire que nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc autour d'une femme. Si Madame la ministre veut être présidente de la République maintenant, on doit toutes la soutenir. C'est tout à fait normal. Parce qu'on sait, un, qu'elle est compétente, deux, qu'elle peut assumer ce rôle, et trois, qu'on n'aura pas à dire qu'elle a eu le poste parce qu'elle est une femme. Parce que c'est ça qui a dépeint un peu le côté progrès de la lutte des femmes. Parce qu'on a mis en avant, à un certain moment, des femmes qui n'étaient pas assez représentatives des autres, qui n'étaient pas compétentes, qui n'étaient pas à la hauteur. Et si une femme n'est pas à la hauteur, 10 ans, on va subir ce méfait, 10 ans ou 15 ans, parce qu'on va toujours dire, on a mis telle personne là, mais elle n'a pas le niveau. C'est ce qu'on voudrait complètement changer maintenant. Il faudrait qu'une femme qui a un poste électif ou un poste de nomination soit à ce poste parce qu'elle le mérite, parce qu'elle est compétente, non pas parce qu'elle est une femme. C'est vrai qu'il faut lutter pour le droit des femmes, j'ai toujours dit, je lutte pour le droit des femmes, mais un droit vraiment encadré, un droit vraiment qui nécessite qu'on lutte pour cela. Il faut que nous, les femmes, on se forme, on s'informe, qu'on soit
on évolue au même titre que les hommes et qu'on soit compétitif. C'est vrai qu'au Mali, il y a beaucoup d'aléas qui font que les femmes ont de la peine quand même à suivre ce processus. Non seulement le mariage fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à continuer les études, sauf exceptionnellement. La pesanteur sociale fait qu'on n'arrive pas non plus à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, avoir une vision, une femme, qu'elle ait une vision, qu'elle puisse atteindre cet objectif, c'est difficile parce que l'entourage fait qu'on la démotive plus qu'on la motive. On dit, vous êtes une femme, c'est pas la peine d'être aussi ambitieux que ça, il faut arrêter le combat, occupe-toi de ta petite famille. Certes, oui, on s'occupe de notre petite famille, mais on a une tête pensante aussi. On a le droit, comme on le dit, le thème là, c'est bien à propos. Même si on répète 1000 fois le même thème, on va jouer le même rôle pour l'atteinte des objectifs pour que ce thème soit une réalité. Parce que je peux dire aujourd'hui, l'autonomisation des femmes au Mali n'est pas encore une réalité. Même si on est ministre, on est à l'Assemblée nationale, on est directeur général d'une boîte, il y a une pression sociale qui est là, qui nous empêche de nous épanouir comme il faut. Cette pression sociale, il faut la gérer comme il se doit. On est dans une communauté, on est dans une société, on ne peut pas faire fi de la culture profonde de cette société. Là, il faut arriver à concilier plusieurs causes endogènes qui sont là pour qu'on puisse s'épanouir comme il le faut. Alors, Madame Rakitala, vous êtes vraiment l'exemple palpable de la femme qui a su faire preuve de résilience. On sait que quand vous êtes arrivée, ce n'a pas été évident. Vous avez mené le combat, vous avez su vous imposer. Alors pour ces sœurs qui nous regardent, on se dit aujourd'hui, on veut être plus représentative dans la sphère politique, mais malheureusement, le combat n'est pas gagné d'avance. Comme Madame Berthet l'a évoqué, ce sont les femmes qui sont à la base des problèmes des femmes. Sur ce plan-là, je pourrais nuancer un peu sur le plan politique parce que c'est vrai, il y a eu la loi 052 qui a été adoptée en 2015 pour la promotion au poste électif et nominatif des femmes. Et donc, il s'agissait pour les autorités politiques et administratives d'appliquer cette loi. Il y a toujours eu la volonté d'appliquer cette loi, mais comme elle l'a dit, il y a eu des difficultés d'application parce que la compétence n'a toujours pas été de mise et ça, c'est un problème qu'il faut corriger. En ce qui concerne les droits des femmes, je pense que nous sommes toutes les trois issues du secteur privé. Bien vrai que je me retrouve dans l'administration maintenant. Le combat est parti des femmes du secteur privé et des femmes qui travaillaient dans les usines, si mes souvenirs sont exacts. Et la question de droit a déjà été transcendée par tous les textes internationaux, les conventions qui ont été ratifiées chez nous. Tout ça, ce sont des acquis. Mais la question d'autonomisation est un processus dynamique qui s'inscrit bien sûr dans le cadre du confort et du développement d'abord de notre pays, parce que n'oubliez pas que les politiques, ils pensent d'abord au développement du pays, et les contraintes sociales arrivent après. Et pour tout vous dire, je pense que le combat est pratiquement avancé au niveau politique, parce que quand vous regardez un tout petit peu l'application du quota du genre, je rappelle bien que le genre ne veut pas dire femme, du quota du genre au niveau des élections, bien vrai qu'il y ait encore quelques difficultés d'application, je pense que nous avons quand même connu des progrès dans ce domaine-là, au regard seulement de la dernière législature. Je sais que le nombre a sensiblement augmenté au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des collectivités aussi, c'est-à-dire dans les mairies, les communes, le nombre aussi a sensiblement augmenté. Donc il y a une progression qui est là.
Mais la question du dividende, je pense que c'est, comme elle l'a dit, il faut un suivi évaluation, il faut des objectifs à atteindre pour l'épanouissement de la femme, pour le développement de la femme, pour l'atteinte de la plénitude de tous ses droits. Et il faut un plan d'action qui soit issu d'une approche holistique pour que nous puissions avoir des indicateurs jusqu'à l'atteinte des résultats. Mais il faut que nous nous assignions aussi, que nous prenions l'habitude de nous assigner des délais, un temps. Parce que nous sommes dans ce combat, comme elle l'a rappelé, nous sommes dans ce combat depuis des décennies. Avant même Fatmata Siré, c'était la première députée Awa Keïta. Nous avons connu des femmes qui ont eu le courage, malgré leur milieu social, comme Feu Tata Bambo, qui était précurseur de beaucoup de combats. Voilà, beaucoup de combats, surtout le mariage contre le mariage précoce. Donc il faut que nous nous assignions quand même un délai pour l'atteinte de nos objectifs. Sinon, nous n'arriverons pas, en tout cas pour notre génération, au bout de nos peines. Autonomisation, nous allons y rester pendant très longtemps, parce que c'est l'objectif final qui est recherché. C'est doter la femme de tous les moyens, de toutes les compétences aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous revenions sur certaines politiques générales, c'est-à-dire la politique de l'éducation au Mali, la politique de la formation professionnelle au Mali. Quand je dis éducation, mais ça va jusqu'au niveau supérieur. Il faut que nous arrivions à concilier, pas la mode, hein, mais la modernité et notre culture pour en tirer ce qui est vraiment bénéfique et pour notre pays, et pour les femmes, et pour notre milieu social. Il faut aussi que nous pensions à préparer les générations futures, toujours dans la même lancée, pour que ce combat puisse aboutir. Est-ce que la génération future n'a pas déjà commencé? Parce qu'on entend beaucoup d'échos sur cette question de féminisme. On croit qu'elles sont les précurseurs de ce combat, mais et pourtant, beaucoup d'entre vous se sont revendiqués féministes avant elles. Moi, je ne me revendique pas féministe. Moi, mon combat, c'est vraiment d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour l'épanouissement et l'autonomie de la femme. Je suis une femme ne sera jamais un homme. Donc, mon combat n'est pas le féminisme, parce que pour moi, c'est un euphémisme, parce que qui dit femme dit féminisme. Ça, c'est très clair, nous avons notre rôle à jouer, notre rôle social à jouer, notre rôle de mère, qui est un rôle central, d'ailleurs, dans la vie tout court, hein, pas que dans la famille. Et je pense que les générations futures doivent être beaucoup mieux formées que nous. Elles ont déjà la chance de fréquenter l'école beaucoup plus longtemps que nous, de façon globale. Elles ont déjà une large ouverture d'esprit avec les nouvelles technologies qui sont là. Elles ont d'autres opportunités qui leur sont offertes avec les techniques modernes de commerce et autres. Mais jusque-là, il y a des difficultés que nous avons du mal à transcender. Parce que quand vous regardez dans le secteur privé, au niveau de l'industrie, au niveau même de la transformation, la chaîne de valeur, quand vous regardez aussi au niveau de l'enseignement, de façon générale, vous verrez que les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans le primaire, mais au niveau de la recherche scientifique, par exemple, il y en a très peu. Quand vous verrez au niveau de la magistrature, au niveau du barreau, vous verrez que très peu de femmes exercent dans ces domaines-là, mais vous verrez en même temps qu'il y a une progression sur le plan politique. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement qui ont permis aux femmes d'être là où elles sont, par beaucoup de politiques initiées
par l'État, mais ce qui manque, c'est vraiment l'évaluation, le suivi de la mise en œuvre de ces politiques et l'évaluation périodique de ces politiques qui doivent nous conduire à des indicateurs qui pourront nous permettre de corriger ou de changer vraiment la voie à suivre pour l'atteinte des objectifs qui est l'autonomisation de la femme. Parmi ces politiques, vous verrez qu'il y a le renforcement de capacités des femmes, par exemple dans la fonction publique que j'ai occupée. Moi, quand je suis arrivée dans ce département en 2015, cette politique était déjà instaurée dans ce département avec une cellule uniquement qu'ils appelaient cellule genre, mais en réalité, ici au Mali, quand on parle du genre, c'est généralement les femmes parce qu'elles dominent numériquement et parce que nous sommes les moins représentés à certains niveaux de responsabilité. Et cette politique a continué avec les gouvernements successifs. Et vous avez vu que cette année, au niveau du concours de l'ENA, et même dans d'autres concours, hein, les femmes ont été suffisamment préparées. Et ça commence à porter fruit. De la même façon, vous verrez qu'au niveau de la formation professionnelle, et vous verrez aussi qu'avec des leaders comme Mme Berthet et Mme Koulibaly et d'autres, bien sûr, qui sont dans d'autres domaines, il y a eu une prise de conscience qui a fait qu'elles se sont elles-mêmes volontairement portées pour la formation et l'encadrement des femmes et des jeunes filles pour leur offrir l'opportunité en fait d'atteindre leur autonomisation. Et comme elle l'a dit, c'est un objectif. Hein. Moi, je dis que c'est dynamique. Et je suis sûre qu'encore l'année prochaine, et peut-être l'année qui va suivre, et pendant peut-être une décennie, nous serons sur cette thématique de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Voilà. Madame Koulibaly, nous en venons aux femmes rurales. On sait que vous l'avez évoqué tantôt, elles contribuent fortement à l'économie. Mais comment faire en sorte qu'elles arrivent à avoir un poids lorsqu'il s'agit des prises de décisions qui vont les impacter directement? Il faudrait déjà qu'elles soient encadrées, qu'une réelle volonté soit là pour les accompagner. Elles sont déjà suffisamment organisées, les femmes rurales du Mali. Elles sont regroupées dans des associations, dans une fédération même, je pourrais dire. Donc il y a l'encadrement qui est vraiment nécessaire à ce niveau. Il faudra également, comme je l'ai dit, il y a cette notion toujours qui revient de l'éducation. L'éducation avec, entre guillemets. C'est-à-dire que les techniques culturelles, il faut les encadrer dans ça. Et les outiller. Parce que aujourd'hui, nous sommes encore... Bon, il y a un pas qui a été fait, mais il y a beaucoup qui sont encore avec la houe et la daba. Donc, il faut revoir ce côté-là également. Les aider à mécaniser leur travail. Les aider également à avoir les intrants, les semences de bonne qualité. Et je pense que... Et la terre, tout d'abord. Parce que le problème, c'est la terre. Et en général, elles n'ont pas cet espace. Elles l'ont, mais pas pour elles-mêmes. Je vais peut-être un peu sortir de ce cadre-là. J'ai eu moi-même à expérimenter ce cas-là. Et quand je faisais du haricot vert à l'exportation, ce sont des petits lopins de terre qui étaient affectés aux femmes par leurs frères, par leurs époux, juste le temps où eux, ils n'en avaient pas besoin. Donc elles ne travaillaient que périodiquement. Périodiquement. Donc ce qui veut dire qu'elles sont là juste pour 2-3 mois et après, donc, elles n'ont plus d'activité. Donc je pense qu'il faudra trouver des politiques. La loi agricole a je pense, affecté un certain nombre d'hectares pour les femmes. Mais est-ce que c'est vraiment appliqué? D'après ceux que... Non, malheureusement.
pas du tout appliqué. Quelqu'un l'a dit ici, tout ce qui a été fait comme loi, il faut voir qu'est-ce qui a été appliqué, qu'est-ce qui n'a pas été appliqué. Tout a été fait pour que la femme rurale puisse sortir de cet état, mais ça ne s'applique pas. Et ça, ce n'est pas du domaine des femmes rurales, c'est le domaine du public, c'est le domaine des dirigeants. Ce sont eux qui votent les lois, ce sont eux qui font les lois, mais il faut les appliquer. On les fait, on les met à côté, on ne les applique pas. Donc tant que ce minimum, parce que c'est ça le minimum, tu ne peux pas vouloir faire l'agriculture et que tu n'as pas de terre. Tu ne peux pas vouloir avoir un bon rendement si tu n'as pas de bons intrants. Tu ne peux pas vouloir faire de l'oignon si tu n'as pas de l'eau. Donc il y a tout cet aspect-là qu'il faut voir. Je sais que tout est déjà là. On ne va pas repenser la roue. Tout a été dit, tout a été fait, mais rien n'est appliqué. C'est ça le problème. Et elle est encore généreuse, elle a dit 10 ans. On va attendre 50 ans encore pour atteindre nos objectifs. Tant que les décideurs n'auront pas changé de méthode de faire. L'évaluation. Est-ce qu'il y a des évaluations? Parce qu'il y a des programmes qui sont là, mais rien n'est évalué. Même le 8 mars, depuis le temps que nous sommes dans le 8 mars, est-ce qu'il y a des projections? L'année dernière, on était en 2024. Certainement qu'il y a eu des prévisions pour 2028 et 2025. Est-ce qu'il y a eu une évaluation de ce qui a été fait entre 2024 et 2025? Tant qu'on n'évalue pas, on va continuer à naviguer à vue et on ne saura jamais qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et évaluer les programmes. Parce qu'il y a énormément de programmes qui sont là pour accompagner les femmes. Mais il n'y a pas de suivi et d'évaluation pour ce programme-là. Donc, on ne sait même pas ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Sinon, beaucoup a été fait, mais pourquoi on n'a pas de résultats? Parce que personne ne regarde derrière pour voir est-ce que ça, on avait dit que ça allait être fait, est-ce que ça a été fait? Mais on continue, on ne sait pas là où on va et on ne voit pas de résultats palpables. Donc la solution pour vous, il s'agit d'avoir une bonne politique de suivi. Exactement. Pour évaluer déjà les programmes déjà annoncés. Exactement. Avant d'entamer d'autres programmes. Exactement. Continuer à sensibiliser les femmes, continuer à les encadrer. À les encadrer dans le domaine technique, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'éducation, comme je l'ai dit, dans le domaine professionnel, même la transformation, c'est la même chose. Aujourd'hui, toutes les femmes pratiquement se mettent dans la transformation, mais comment? Pour faire quoi? Des entreprises qui meurent dans l'œuf pratiquement. Exactement. L'entreprise, parce que Mme Berthe a une petite unité de transformation. Moi, et c'est temps, je me mets dans mon coin, je dis, Mme Berthe est en train de faire du jus, moi également, je vais aller faire du jus, mais est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que j'ai les outils? Est-ce que c'est une activité pérenne? Est-ce que je peux continuer à le faire? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui rentrent comme ça dans les activités, peut-être par nécessité, mais pas par vocation. Donc, quand tu rentres comme ça par nécessité, au premier obstacle, tu te retires. Donc, c'est un renouvellement perpétuel de l'activité. Je connais des femmes qui me disent je fais la teinture, je fais la transformation, je fais la couture. C'est pas possible. Il faut se concentrer à une chose, maîtriser et aller de l'avant. Ensuite, on se diversifie. Donc, c'est ça le problème au fait qui se pose au niveau des femmes. Madame Berthe, je reviens à vous. J'avais énoncé un mot. Il s'agit du féminisme. Le combat, on le sait beaucoup, surtout notre jeune génération. On clame ce mot, surtout lors des célébrations de ce genre. On clame le mot féminisme, féminisme, féminisme. Est-ce que ça rentre dans le combat pour l'épanouissement des femmes? Ou sinon, comment voyez-vous cette notion de féminisme et différente du regard de notre jeune génération, hein? Alors, pour moi, c'est un peu péjoratif pour moi, en fait. C'est un peu péjoratif parce que j'ai eu peut-être la chance, ou je ne sais pas, d'évoluer dans un milieu d'hommes. Je suis la présidente de la Fédération nationale des consultants du Mali. Il n'y a pas beaucoup de femmes. On est dans le bureau, on est moins de 10. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Je suis avec Tanti
Au Conseil national du patronat du Mali, on n'est que 6 femmes. Sur 31, on n'est que 6 femmes. On peut même dire sur 40, si on ajoute le comité statutaire, c'est 40, on est 6 femmes. C'est pour dire que féminisme, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos qu'il ne faut pas que la femme puisse se dévaloriser. La femme dise que je suis une femme, j'ai droit à ça. Moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Loin de moi cette idée. J'ai étudié avec les hommes, j'ai travaillé avec les hommes. De mémoire, je n'ai jamais eu de poste parce que je suis une femme. J'ai eu le poste parce que je suis compétente pour le poste. Et j'aimerais que ce soit la même chose pour toutes les femmes. C'est pour ça que souvent, il faudrait aussi que nous, les femmes, on se mette d'accord sur notre stratégie de combat, notre stratégie de ce qu'on entend par nous, notre autonomisation. Parce que si on ne se met pas d'accord sur le concept d'autonomisation qu'on veut porter pour le Mali, à l'échelle du Mali, je veux dire, il y aura toujours ces quiproquos, ces divergences, parce que ce que moi j'entends par autonomisation peut ne pas être la même conception que l'autre entend par autonomisation. Moi, je dis toujours aux jeunes filles et aux femmes que j'encadre que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez porter ce statut de femme là où il ne doit pas. Vous êtes une femme, soit vous avez des conditions particulières pour accéder à certaines compétences. Mais il faudrait que vous fassiez valoir ces compétences pour accéder à ces postes. C'est très important ce dont on est en train de débattre. Parce qu'il y va de l'avenir, de tout ce qu'on va porter, nous, notre génération, pour la génération future. Parce que si on se dit, faut promouvoir le féminisme, mais ça veut dire quoi le féminisme en fait? En termes clairs, ça veut dire quoi le féminisme? Oui, nous allons en venir voilà. Tout de suite, oui, Madame Coulibaly. Oui. Je n'ai pas la parole, c'est juste pour rajouter, juste pour moi, un détail sur ce que Madame Berthet vient de dire. Nous sommes d'abord des femmes, et ça, j'insiste là-dessus, pour cette jeune génération, ça commence à la maison. Ce n'est pas parce que tu es féministe que tu ne dois pas préparer à la maison. Non, il faut le dire à cette jeune génération. Ce n'est pas parce que tu es féministe que tu ne dois pas savoir ce que ton enfant fait à la maison. Tout commence par la maison. L'émancipation, le développement, tout commence par la maison. Et c'est extrêmement important, l'éducation que nous donnons à nos enfants. Parce que ce sont le futur. Même une femme présidente de la République devrait avoir un minimum de temps pour regarder ce qui se trouve dans la casserole, dans la cuisine. Pour moi, c'est ça être une femme. C'est pouvoir pallier le tout ensemble. Pouvoir avoir cette force-là de voir ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dehors. Concilier parfaitement privé et professionnel. Exactement. Et c'est extrêmement important pour l'équilibre même d'une nation. C'est juste ce que je voulais rajouter à ce que Mme Berthet a dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Mais sauf que, en fait, nous, notre rôle, c'est de sensibiliser, en fait. C'est de sensibiliser et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'esprit tronqué sur la question. Non, tronqué sur la question. Parce que on voit ailleurs que certaines femmes se lèvent pour faire un combat de féminisme. On veut dupliquer la même chose chez nous. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais c'est à nous de faire en sorte que ça soit bien encadré, bien clair dans l'esprit de tout le monde, que nous, on ne fait pas un combat de féminisme. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Et je crois savoir qu'autour de ce plateau, personne ne le fait. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, parce que ça m'aurait inquiété. Ça m'aurait inquiété. Donc, en résumé, je ne vais pas être très longue. Je voudrais juste que mes sœurs comprennent que tout ce qu'on devient, c'est par nous-mêmes. Il faudrait que la femme comprenne qu'elle ne peut être que son propre fruit. C'est vraiment bien dit, que son propre fruit. Ce qu'on veut être, on le devient certainement, mais par sa propre manière, par sa propre vision et sa propre perception de la vie
socio-culturelle qui nous a façonnés. Parce qu'on ne vient pas du néant. Comme Tanti l'a dit, on ne vient pas du néant. On a une source, on a des racines profondes qui sont là. Mais si on veut aller plus loin, mais les droits de l'homme, les droits de la femme ont toujours été prônés, même dans la charte de Kouroukanfoura. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. On ne peut pas nous dire que ça vient d'ailleurs. On a toujours respecté la femme. On a toujours mis la femme dans son rôle de pilier central d'une nation, de la famille. Parce que tout passe par la femme, à moins que nous-mêmes, on démissionne. Parce qu'il y a des cas comme ça. À moins qu'on démissionne, sinon tout passe par la femme. Donc c'est à nous de montrer le bon exemple. C'est à nous de faire en sorte que nos enfants, même les garçons, qu'ils sachent que dans la maison, il y a aussi des limites. Parce que ça, c'est un sujet qui est trop compliqué, on ne va pas rentrer dans le ça. Les violences basées sur le genre. Vous empiétez sur ma prochaine question. Alors, ça vient de quelque part. Oui. Ça ne vient pas du néant, je vous l'ai dit. Ça vient de quelque part. Le plus souvent, les hommes qui le font, ils ont vu ça ailleurs. Mais où? Point d'interrogation. Comme ça, c'est votre prochaine question. Je vous laisse poser la question. Alors, vous en venez, hein, pratiquement 2024, on le sait, a été beaucoup marqué par cette question de violence basée sur le genre. Parce que quand on dit violence basée sur le genre, on pense automatiquement à la femme. Et on sait, à plus de 80%, elles sont les premières victimes. Aujourd'hui, ces violences ont permis de mettre à nu l'insuffisance de notre code pénal. Hein. On le sait, il y a eu des cas où on se posait la question, est-ce que ça va être pris dans le cadre d'un crime passionnel? L'insuffisance de l'arsenal juridique a été évoquée. Aujourd'hui, comment faire pour 2025? Parce que le mois de mars, c'est aussi le mois pour poser ces problématiques. Comment faire en sorte que cette question de violence basée sur le genre soit jugée comme il se doit? C'est à moi? Oui, allez-y, je vous en prie, juste après la question. D'accord. On va faire un tour de table. Il y a une chose que je voudrais dire déjà pour mes mamans et mes sœurs. S'il y a violence basée sur le genre, c'est qu'il y a eu un précédent qui n'était pas violent, qui n'était pas tout à fait violent jusqu'à ce que ça devienne un délit ou un crime. On voit toujours venir les violences basées, surtout dans le milieu familial. On voit venir. Mais qui ne réagit pas? C'est parce qu'il y a un silence total autour de la question. C'est ce qu'il faut arriver à briser. Il faut briser le silence avant que ça ne devienne irréparable. Moi, mon premier combat, c'est à ce niveau. C'est au niveau où on voit l'alerte, tout le monde voit l'alerte, mais personne ne réagit. Personne ne réagit, pourquoi? Parce que quand l'enfant vient voir sa maman, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Parce qu'elle n'a plus de place à la maison. Ça a trouvé que la question d'autonomisation dont on est en train de parler, elle n'a même pas le droit de décider de sa propre vie. A fortiori, prendre des décisions qui peuvent lui sauver la vie. Tout le problème, c'est à ce niveau pour moi. C'est en amont qu'il faut gérer le problème. Mais au-delà de ça, un crime est un crime. Il n'y a pas de crime plus, je ne sais pas, plus abominable que côté une vie. Ça doit être jugé comme il se doit. Mais il y a autre chose qui entre en jeu aussi. La société va dire que c'est le fait de Dieu. Donc, Anga Yafa, c'est des questions qui lient les familles. Anga Yafa, Anga gérer entre nous. Mais c'est ce qui se dit. Je me permets de le dire à Bamara parce que je pense que c'est adressé à plus mes sœurs et mes filles du Mali qu'à une autre cible. Donc, c'est en cela que la question ne trouve pas sa réponse. Sinon, il n'y a pas un acte criminel qui n'ait pas son corollaire de justice dans notre République. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser, il faut peut-être élever la voix, il faut, dès l'alerte, trouver la solution rapidement et ne pas attendre que l'irréparable se produit pour trouver la solution. Et je pense que sur ce point, les filles commencent à trouver leur propre voie. Parce que ce à quoi moi je ne pense pas, c'est en cela que je vois que les enfants, les filles posent déjà la problématique. Voilà, pas que la problématique, elles ont leur solution. Elles ont leur solution. Et c'est admirable quand même. Parce qu'elles essaient de se sortir d'un problème
qui n'est pas forcément le leur, en fait, qui est un problème pour tout le monde, pour toute la communauté. Mais elles essaient de trouver la solution pour s'en sortir. Et c'est une bonne chose. En tout cas, on est là pour les accompagner. Alors, nous sommes pratiquement pris par le temps, mais nous allons vous permettre de réagir par rapport à cette question de violence basée sur le genre, à ce fait que la société arrive à cautionner, si on peut le dire ainsi, parce que les signes annonciateurs sont là, mais tout le monde fait fi de cela. On se dit, c'est le mariage, c'est une question de famille. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Madame Coulibaly, on doit encore laisser les choses aller dans ce sens? Pas du tout. Ce serait la pire catastrophe. Comment on peut laisser les choses aller dans ce sens? Tu as fait un forfait, tu es puni pour le forfait. Et surtout d'arrêter de dire que c'est la fatalité. À Dakandedo, oui, je vois à Dakandedo, mais il faut punir. Il faut donner des exemples, il faut punir pour arrêter. Parce que c'est cette violence basée sur le genre, parce que la femme, elle est faible. Elle est faible et bon, elle subit. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ce n'est pas du tout à encourager. Pas du tout. Alors, Madame Raki, nous allons terminer par vous sur cette question de violence basée sur le genre. 2024 qui a vraiment été une année épouvantable sur cette question et les images, à peine s'en rappeler, ça peut donner la migraine, la nausée pour certaines personnes, tellement ces actes étaient odieux. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a des notions, des concepts qu'il faut déconstruire chez nous, forcément. Parce que ce sont des notions qui ne nous appartiennent pas, qui ne correspondent en rien chez nous. Et on ne va pas refaire le monde avec ça. Quelqu'un disait, paix à son âme, le feu président Ibeka, que nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Voilà. Et en parlant de la charte de Kurukanfuga, je pense que c'est cette charte qui a en premier lieu consacré les droits des femmes. Et en Afrique, la femme, elle est sacrée. Et on nous a importé des politiques, des concepts, des notions qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à un autre monde, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, qui ne partagent pas la même histoire que nous, qui ne partagent pas le même milieu social que nous, et que on nous a fait, passez-moi le terme, avaler comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces notions de féminisme, ces notions de violence basée sur le genre, nous ne nous y reconnaissons pas, pour la bonne et simple raison que pour le féminisme, elle a déjà motivé les explications, mais les violences basées sur le genre ne correspondent à rien dans nos valeurs. C'est surtout les violences exercées contre les femmes. La femme, sur les femmes et sur les petites filles qui existent chez nous globalement. Et c'est sur ça qu'il faut faire focus. Violence basée sur le genre, nous n'en sommes pas à ce niveau et je prie Dieu que nous n'en soyons pas à ce niveau. Mais c'est une façon de fuir la réalité parce que les violences, elles sont exercées voilà, sur les femmes et sur les petites filles. Et ça, il faut le dire clairement. Donc tous ces concepts-là, comme elle l'a dit, il faut que nous travaillions à sensibiliser, à vulgariser nos propres valeurs pour que ces concepts-là soient complètement déconstruits dans l'esprit de nos sœurs, déconstruits dans la société moderne aujourd'hui et au Mali et en Afrique. La deuxième des choses, c'est que, comme d'habitude, il y a toujours des politiques qui sont énoncées, des lois qui sont prises, mais c'est toujours le même problème d'application. Mais il y a quand même un grand avancement tout récemment avec l'adoption du nouveau code pénal et de procédure pénale qui prend en charge, je ne dis pas entièrement, mais qui tient compte quand même de cet état de fait. C'est un code qui est innovant, qui prend en charge énormément de choses nouvelles, telles que la cybercriminalité, les crimes économiques et financiers. Mais déjà, la seule qualification
de la violence exercée physiquement, la violence physique. Et nous oublions souvent aussi la violence morale. Nous oublions souvent la violence morale. Sont susceptibles d'être punis par la loi déjà et par l'ancien code pénal. Mais seulement, ce n'est pas appliqué parce que encore il y a des barrages sociaux et nous-mêmes nous prêtons le flanc jusqu'à ce que mort s'en suive malheureusement. Et on n'a jamais entendu, en tout cas rarement quand on voit le ratio, que c'est une violence exercée sur un homme. Hein. C'est vraiment par dépit ou bien par excès qu'une femme, pour s'en sortir, peut arriver à exercer la violence extrême. Généralement, c'est ça. C'est apporter la mort à un homme pour s'en sortir. Et donc, moi, je dis tout simplement que ça, c'est la première autonomisation de la femme. Ce combat qu'on doit mener pour... Le mariage, c'est la première autonomisation de la femme. Le mariage forcé ne devrait plus exister, en tout cas de notre temps, chez nous. L'autonomisation de la femme, c'est vraiment lui laisser le choix de sa vie, lui laisser... Le choix de son avenir en un mot. Non, le choix même de ses choix, si je peux m'exprimer ainsi. Vous verrez, madame, que c'est une mentalité qui a été construite. Vous verrez, par exemple, nous l'avons tellement assimilé que même quand nous voulons payer des cadeaux pour nos enfants, on va payer une poupée pour la fille, et puis on va payer un fusil ou un couteau, ou je ne sais pas quel arme, pour le garçon. Donc, comme elle l'a dit, il faut explorer psychologiquement ces aspects-là. Il y a beaucoup à faire. Hein. Il ne s'agit pas que du combat des femmes. Hein. Il faut faire des recherches sociologiques, il faut faire des recherches anthropologiques pour comprendre et déconstruire cette mentalité et cette fatalité. Merci pour cette précision. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. J'aurais bien aimé continuer ce débat avec vous qui, je le rappelle, nous avons sur ce plateau la 5e vice-présidente du Conseil national de transition. Elle est ancienne ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, Madame Rakitala, qui a répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À ses côtés, nous avons Madame Koulibaly Aïssata Touré. Elle est du secteur privé, très connue dans tout ce qui est question entrepreneuriale et tout ce qui est développement des femmes, on va le dire ainsi. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Et juste en face de vous, nous avons Madame Berthé Minia Bengali. Elle est directrice du Centre international pour le conseil et la formation, présidente de la FENACOM et secrétaire exécutif de l'AJBF. Alors, merci à vous qui nous avez suivis pour cette émission spéciale à 8 mars. On parlait d'autonomisation de la femme. Grand merci à l'équipe technique qui a assuré la réalisation de cette émission. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. Un grand rendez-vous, ce sera avec plaisir sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance.